Dans les vastes étendues centrales de la Russie, dans une région située sous les montagnes de l'Oural méridional, se trouve un endroit que la Russie aurait préféré ne voir jamais exister. Il y avait ici un lac qui, dans sa plus grande dimension, mesurait 44 hectares, soit l'équivalent de 83 terrains de football. Toutefois, ce n'est pas la taille ni même la profondeur de ce lac qui en fait un véritable cauchemar, mais ce qu'il contenait. Alors mettez-vous à l'aise, installez-vous et préparez-vous à une histoire si sombre qu'elle vous fera souhaiter qu'elle ne soit pas réelle. Voici la terrifiante histoire vraie du lac Karachay. En 1945, la première bombe nucléaire a été utilisée comme arme pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été larguée par les Américains sur Hiroshima, au Japon, rasant 13 km² de la ville et tuant jusqu'à 180 000 personnes. Des dizaines de milliers de personnes ont péri immédiatement et les effets des radiations mortelles dans les jours et les mois qui ont suivi ont fait environ 100 000 autres victimes. Il s'agissait de l'arme la plus dévastatrice jamais mise au point et elle a attiré l'attention des dirigeants du monde entier. L'un d'entre eux était Staline, le dirigeant de l'Union soviétique de l'époque. Déterminé à concurrencer les États-Unis, il a ordonné la mise en place d'une série d'installations nucléaires ultra secrètes dans un lieu caché aux yeux de l'ennemi. Ces installations devaient servir à produire des matériaux nécessaires à la fabrication d'armes nucléaires. Il a choisi cette région de la Russie centrale, située sous les montagnes de l'Oural méridional, qui était suffisamment éloignée des frontières et des autres zones habitées pour que le projet reste caché au reste du monde. Entre 1945 et 1948, l'installation nucléaire de Mayak a été construite sur les rives de Kiziltash, dans le plus grand secret. Plus de 70 000 prisonniers de guerre provenant de 12 camps de travail du Goulag ont été forcés de construire cette énorme installation. Ils ont également été utilisés pour construire une ville à proximité, qui accueillerait 10 000 employés des nouvelles usines ainsi que leurs familles. Cette ville se trouvait à environ 100 km de la ville la plus proche, Tcheliabinsk, et était donc connue simplement par les derniers chiffres de son code postal, Tcheliabinsk 40 ou City 40. Le gouvernement a promis à ses citoyens qu'ils ne manqueraient de rien et qu'ils bénéficieraient d'un niveau de vie élevé. C'est le rêve, sauf que la ville et tous les projets qui l'entourent doivent être tenus secrets. Quiconque refusait cette offre était envoyé directement dans les goulags, car ils avaient été exposés à des informations de sécurité sensibles. Ils n'avaient donc pas vraiment le choix. Et les portes de la Cité 40 étaient gardées jour et nuit. Elles étaient entourées de clôtures et de murs surmontés de fils barbelés et elles ne figuraient sur aucune carte de l'Union soviétique. À moins que les citoyens n'aient reçu une autorisation spéciale du gouvernement, personne n'était autorisé à entrer dans la Cité 40 ou à en sortir. En effet, dès que Mayak et sa ville ont été achevées, elles ont commencé à produire du plutonium de qualité militaire, une chose qu'ils ne voulaient vraiment pas que le reste du monde sache. En 1949, les soviétiques ont mis la main sur leur première bombe au plutonium, baptisée First Lightning. Ce succès les a incités à fabriquer encore plus d'armes atomiques. Environ 44 villes similaires à la ville 40, appelée familièrement ville fermée, ont été créées en Union soviétique. Certaines des installations rattachées à ces villes abritaient toutes sortes d'activités de recherche nucléaire, de la production de plutonium à l'enrichissement d'uranium. Mais ce ne sont pas les soviétiques qui ont inventé les premières villes fermées. L'idée est venue de la ville américaine de Richland, construite secrètement autour de la centrale nucléaire de Hanford, la même qui a fourni le plutonium pour la bombe larguée sur Hiroshima. Les cercles d'espionnage soviétiques avaient intercepté des plans de la ville, et Staline a décidé d'utiliser ces informations pour suivre les traces des États-Unis. Mais ce n'est pas le seul secret qu'ils ont volé. La majorité des recherches nucléaires soviétiques ont été volées par Atom Spies, des espions impliqués dans le projet Manhattan. La mission qui a permis de mettre au point la première bombe nucléaire. Mais ils n'ont pas réussi à mettre la main sur tout. Il y avait donc d'énormes lacunes dans les connaissances des soviétiques en matière de physique nucléaire. Sous la pression des économies, les dirigeants de l'usine ont été contraints de faire des économies d'un bout de chandelle en ce qui concerne la formation des travailleurs, la sécurité et le contrôle des radiations. Les travailleurs étaient rarement protégés de manière adéquate. La pollution étant le dernier de leurs soucis car, chose horrible, les travailleurs nettoyaient les déversements radioactifs à main nue. Ils ne s'arrêtaient de travailler que lorsque du sang commençait à couler de leur nez, un effet secondaire de la dégradation de leur corps par les quantités mortelles de radiation. Mais c'est là le moindre de leurs problèmes. Les 7 réacteurs principaux de Mayak utilisaient des systèmes de refroidissement par eau à cycle ouvert pour éviter la surchauffe des réacteurs. L'eau était pompée dans le lac Kiziltash et la rivière Tesha toute proche, puis directement dans le cœur du réacteur lui-même. Ensuite, sans être traitée ni décontaminée, l'eau était pompée à nouveau dans ces mêmes sources d'eau. Cela signifie que des millions de litres d'eau irradiée ont été déversés dans l'eau que les habitants de City 40 buvaient et dans laquelle ils se baignaient.
Les villages situés le long de la Tesha dépendaient également de la rivière comme principale source d'eau, ce qui signifie que 28 000 personnes supplémentaires dépendaient à leur insu d'une source d'eau mortellement contaminée. Aucune d'entre elles ne savait qu'elle vivait dans une zone dangereusement radioactive, mais ce n'était que le début des problèmes de Mayak. Dans leur volonté de démarrer la production de plutonium le plus rapidement possible, ils n'avaient pas pris en compte les besoins considérables de stockage de tous les déchets radioactifs. Au cours des 3 premières années d'exploitation, ce stockage était pratiquement inexistant, et les travailleurs se contentaient de diluer les déchets de haute activité et de les déverser dans la rivière Tesha. En 1951, après avoir constaté que cela causait d'énormes dégâts environnementaux, ils ont décidé qu'il était plus sûr de déverser tous les déchets dans un plan d'eau stagnante, le lac Karachai. Et ce n'est qu'en 1953, 5 ans après l'ouverture de Mayak, qu'on a commencé à stocker les déchets de haute activité dans des réservoirs en acier inoxydable. Au total, ces 20 réservoirs pouvaient contenir plus de 7 millions de litres, soit plus de 2 piscines olympiques pleines de déchets radioactifs. Ces réservoirs étaient enterrés, entourés d'une enveloppe en béton de 2,50 m d'épaisseur et refroidis par un système externe de refroidissement à l'eau. Tous ces éléments ont été conçus pour empêcher les déchets actifs de surchauffer, ou du moins c'est ce qu'ils étaient censés faire. Au fil du temps, les instruments de surveillance des réservoirs sont tombés en panne, mais ils n'ont pas pu être réparés car le niveau de radiation dans la zone était trop élevé. Les déchets contenus dans les réservoirs ont fini par atteindre le point d'ébullition de 350 degrés Celsius, et le 29 septembre 1957, à 16h20, la catastrophe s'est produite. Une explosion d'une puissance équivalente à 10 tonnes de TNT a secoué le complexe de Mayak. Le couvercle en béton d'1 mètre de haut qui recouvrait les réservoirs a été projeté à plus de 80 mètres de distance, et 80 tonnes de déchets radioactifs ont commencé à s'échapper à une vitesse alarmante. On estime que cette première explosion a libéré un peu moins de la radioactivité mesurée lors de la célèbre explosion de Tchernobyl, qui s'est produite moins de 30 ans plus tard. Heureusement, 90% des déchets étaient liquides et n'ont irradié que les installations voisines. Mais les 10% restants ont été entraînés dans un panache radioactif qui s'est élevé à plus d'1 kilomètre de haut et a commencé à se diriger vers le nord-est. En 11 heures, les particules radioactives du panache ont été détectées à Tyumen, une ville située à plus de 320 km de Mayak. En l'espace de quelques jours, près de 23 000 km² de terre contenant 217 villes et villages, soit plus de 270 000 personnes, ont été contaminées par des doses mortelles de radiation. C'est la catastrophe de Kishtim. Il n'y a que 2 autres incidents radioactifs plus graves dans l'histoire, Tchernobyl et Fukushima. Les réserves d'eau étant de plus en plus contaminées par le déversement, le gouvernement a commencé à paniquer. Il a calculé que 3 villages situés en aval du site de la catastrophe, Berdianich, Saltikovka et Galikaeva, recevraient une énorme dose cumulée de radiation en l'espace d'1 mois. À l'époque, la quantité de radiation absorbée était mesurée en unités appelées rad. 5 rad seulement suffisaient pour endommager potentiellement et irréversiblement les chromosomes d'une personne. Or, les habitants de ces villages recevraient une dose cumulée de rayonnement allant jusqu'à 300 rad. Cela signifie de graves maladies dues aux radiations, ainsi que la destruction de la moelle osseuse et des intestins. 10 jours plus tard, ces villages qui comptaient plus de 1500 personnes ont été évacués. Les villages eux-mêmes ont été détruits, incinérés dans la mesure du possible, mais on n'a rien dit aux survivants. Heureusement, une étude de Follower a révélé qu'aucun dommage à long terme dû aux radiations n'a été détecté chez les survivants, mais ils n'ont pas été les seuls à perdre leur maison. 8 mois plus tard, 6500 personnes supplémentaires ont été évacuées de 23 autres villages. Pendant cette période, elles ont consommé des produits contaminés, bu de l'eau contaminée et vécu sur des terres contaminées. Mais curieusement, aucun registre n'a été mis en place pour suivre leurs antécédents médicaux. 1 an après l'incident, tous les pins situés dans un rayon de 20 km autour du site de la catastrophe étaient morts. Au lieu de déclarer une catastrophe radioactive, le gouvernement soviétique a simplement dissimulé l'incident. Personne ne connaîtra l'ampleur de la catastrophe de Kishtim pendant plus de 30 ans. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. La quantité de déchets radioactifs non traités qui ont été déversés dans le lac Karachai a entraîné au fil du temps l'accumulation de 120 millions de curies de radioactivité. À titre de comparaison, la catastrophe de Tchernobyl a libéré environ 185 millions de curies de radioactivité au total. Cependant, l'isotope radioactif césium-137, responsable de la contamination à long terme de sol, était 40 fois plus élevé dans le lac Karachai qu'à Tchernobyl. Cela signifie que le lac et la zone qui l'entoure resteront contaminés pendant très longtemps. Cela signifie également que si quelqu'un décidait de visiter la partie la plus polluée du lac ou simplement de tremper son pied dans l'eau,
Dans l'heure qui suivrait, il recevrait une dose de radiation mortelle de plus de 500 rad. Vous pourriez penser que cela détruirait leurs pieds, qu'ils se ratatineraient, fondraient ou même que quelques orteils supplémentaires apparaîtraient selon la façon dont vous pensez que les radiations fonctionnent. Mais en réalité, cela entraînerait une maladie aiguë des rayonnements. L'exposition commencerait à détruire rapidement toutes les cellules du corps entier. À quel point? Au bout de 30 jours, vous seriez mort à 95%. En 1960, le lac Karachay semblait s'assécher. En 1967, après un été chaud suivi d'un hiver sec, l'eau restante s'est évaporée. Ce phénomène a d'abord été perçu comme une bénédiction, mais c'était plutôt une malédiction. Cela signifiait que tous les sédiments encore radioactifs étaient contenus dans la poussière sèche qui recouvrait le lit du lac. Il aurait suffi d'un coup de vent pour les remuer et provoquer un nouvel incident radioactif. Mais la région n'a pas eu beaucoup de vent. C'est une tempête de vent qui s'est abattue sur elle. Les sédiments se sont répandus dans toute la région, saupoudrant les citoyens et l'environnement d'une nouvelle dose de radiation mortelle. Ce n'est qu'en 1973 que le gouvernement soviétique a entamé le processus ardu de comblement du lac, avec des dizaines de milliers de blocs de béton pour empêcher les sédiments restants de se déplacer. Il a fallu des décennies de travail, mais en 2015, le lac a finalement été comblé. On pourrait penser que pendant cette période, l'Union soviétique a fait tout ce qui était en son pouvoir pour alerter ses citoyens du danger et les mettre en sécurité. Mais incroyablement, ce n'est qu'en 1989, 3 ans après la fusion de Tchernobyl, que les informations sur les événements survenus dans le sud de l'Oural ont finalement été déclassifiées. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, City 40 a vu son existence reconnue par le nouveau gouvernement et a été rebaptisé Ozersk. Les descendants de la population d'origine y vivent toujours, et les habitants reçoivent aujourd'hui tout ce que leur gouvernement leur a promis dans les années 40. Mais aujourd'hui, les citoyens sont conscients que leurs enfants sont plus susceptibles de naître avec de graves problèmes de santé, que leur eau est contaminée, que beaucoup de belles régions qui les entourent sont des zones interdites, et que leur espérance de vie moyenne est bien inférieure à celle du reste du pays. Si l'histoire du lac Karachay et la catastrophe de Kishtim hantent les livres d'histoire de Russie, ce n'est pas le seul lac du pays connu pour être irrémédiablement pollué. À un peu plus de 41 km de Karachay, la ville de Karabach possède encore un lac. Bien que l'eau comme une grande partie des terres et des forêts environnantes ait une teinte rouge-orange souillée, cela s'explique par le fait qu'en 1910, Karabach a accueilli une fonderie de cuivre. Chaque année, plus de 180 tonnes de dioxyde de soufre et de métaux lourds étaient rejetés dans l'environnement à partir de ce site. Bien que l'usine ait été fermée en 89, la zone contient encore 500 fois la concentration normale de métaux lourds, comme l'oxyde de fer et le cuivre. Si passer quelques heures à nager dans ces boues n'a pas d'effet immédiat, si vous les ingérez, vous risquez de contracter un empoisonnement aux métaux lourds. À court terme, vous seriez assez malade, mais à long terme, les habitants de la région souffrent de taux plus élevés de maladies de la peau, de cancers, d'accidents vasculaires cérébraux et de malformations congénitales par rapport au reste du pays. Il est évident que la Russie abrite des étendues d'eau assez dangereuses. Mais la contamination nucléaire et la pollution mis à part, il existe d'autres lacs encore plus mortels dans le monde entier. Mais avant de vous les montrer, pourquoi ne pas cliquer sur ces boutons j'aime et s'abonner? Ces 2 petits clics me permettent de rester à flot. Tout est fait? C'est incroyable. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Kawaï-gen. Il n'y a rien de plus invitant que de belles eaux turquoises, n'est-ce pas? Je veux dire, cet endroit ressemble à une piscine privée au sommet d'une montagne. J'ai déjà envie de sortir mon short de bain. Sauf que ça fait un peu trop turquoise, non? Avant de vous jeter à l'eau, sachez que cette piscine est située dans le cratère volcanique actif de Kawaï-gen à Java. Sa couleur turquoise provient de la gamme de matériaux dissous dans l'eau, y compris les acides chlorhydriques et sulfuriques produits par l'activité volcanique en contrebas. Non seulement cela donne à l'eau un aspect magnifique, mais cela lui confère également un pH de 0,3. Pour ceux qui ne connaissent rien à la science, les éléments neutres, comme l'eau, ont un pH avoisinant 7. L'acide gastrique a un pH de 1. Ce produit est donc tout simplement corrosif, à tel point que si vous plongiez votre pied dans cette piscine, même brièvement, vous risquerez d'en sortir avec des brûlures chimiques, en fonction de la profondeur de la pénétration de la solution dans votre peau. Je parle d'une peau rouge et irritée, d'ampoules, voire de cicatrices. Mais si vous plongez entièrement dans la solution et que vous y restez le plus longtemps possible, tout votre corps, même vos dents, se dissoudront au bout d'une quinzaine d'heures. Ouais, je pose le short de bain. Lagon bleu. Il n'y a pas que dans les cratères des volcans actifs que l'on trouve des eaux turquoises naturellement invitantes. Au Royaume-Uni, un autre lac d'une beauté trompeuse se trouve dans une fosse creusée dans la campagne du Derbyshire. Il s'agit du Blue Lagoon, ou du moins il l'était à l'époque.
En 2013 et de nouveau en 2020. Le conseil local a teint les eaux brillantes en noir pour tenter de dissuader les nageurs enthousiastes d'y mettre les pieds. Pourquoi? Parce qu'elle est toxique. Elle est en fait située dans une ancienne carrière de calcaire qui, après avoir été désaffectée en 1952, a été utilisée par la Royal Air Force pour stocker des armes chimiques jusqu'en 60. Finalement, elle a été vidée et laissée à l'abandon pour recueillir l'eau de pluie, mais l'eau est devenue turquoise, car les roches calcaires ont lessivé des cristaux de calcite dans l'eau, ce qui a donné au lac un pH de 11,3. Sachant que le pH de l'ammoniac est de 11,5 et celui de l'eau de Javel d'environ 12, c'est une très mauvaise idée de s'approcher de l'eau de ce lagon. Malgré les panneaux avertissant des irritations de la peau, des problèmes d'estomac et même des éruptions cutanées, ça n'a pas suffi à empêcher les gens d'être attirés à l'intérieur pendant le confinement. Même les animaux morts et les déchets qui se sont retrouvés dans ces eaux mortelles au fil des ans n'ont pas suffi à les en éloigner. Ce qu'il faut peut-être à cette lagune, c'est un nouveau panneau qui dirait « Seuls les idiots se baignent ici ». Ça devrait suffire. La fosse Berkeley. L'horizon de Butte dans le Montana ressemble à n'importe quelle autre ville, jusqu'à ce que vous remarquiez la gigantesque fosse de 1,6 km de long et de 500 mètres de large creusée dans le paysage. Oui, celle qui est remplie d'un sinistre liquide noir et rouge et qui a une profondeur de 1780 pieds. Il s'agit du Berkeley Pit, une mine de cuivre à ciel ouvert creusée dans les années 50 qui produisait près de 17 000 tonnes de cuivre par jour. Cependant, elle a été fermée en 1982 après que sa rentabilité se soit effondrée. Les pompes qui maintenaient la nappe phréatique à distance ont été fermées et le puits a commencé à se remplir. Mais l'eau qui la remplissait était chargée de produits chimiques et de métaux extraits de la roche, comme l'arsenic, le cadmium, le zinc et l'acide sulfurique, ce qui lui donnait cette couleur diabolique. Et plus encore. En 1995, un troupeau de 342 oies des neiges a été retrouvé morte dans ces eaux. Elle s'était reposée sur le lac pour éviter une tempête, mais elle ne savait pas que le lac avait un pH de 2,5, ce qui signifie qu'il était acide. Alors qu'il était à peu près aussi acide que des substances comme le jus de citron, les pauvres oiseaux ont été retrouvés avec des plaies de brûlure sur tout le corps. Le Montana a depuis entrepris des efforts de traitement de l'eau pour la pomper et traiter la fosse, mais même si cela ne vous tuerait pas, mettre le pied dans quelque chose avec ce genre d'histoire ne peut pas être bon pour vous. Le grand printemps prismatique. Toutes les étendues d'eau mortelle ne sont pas aussi inquiétantes si l'on en croit le Grand Prismatic Spring du parc national de Yellowstone. Située dans le bassin du Midway Geyser, cette source est la troisième plus grande source naturelle du monde, avec un diamètre de 112 mètres qui la rend plus grande qu'un terrain de foot entier. Les incroyables cercles concentriques bleus, verts, jaunes, orange et vibrants donnent l'impression que quelqu'un a peint une cible sur le sol rocheux. Mais la couleur provient en fait de bactéries qui aiment la chaleur. Lorsque l'eau chauffée par la géothermie jaillit au centre de la source, elle atteint une température de 90 degrés. Lorsqu'elle se répand, l'eau se refroidit, ce qui permet à la formation d'anneaux de bactéries différentes qui se développent à des températures allant de 55 à 90 degrés. C'est assez chaud, tellement chaud que si vous mettiez votre pied au centre du cercle pendant quelques secondes, vous seriez brûlé au 3e degré. Mais ça pourrait toujours être pire. En 2016, un jeune homme nommé Colin Scott a glissé et est tombé dans un geyser voisin et a été bouilli vivant. C'est déjà horrible, mais ce qu'il est encore plus, c'est que l'eau du geyser est également légèrement acide. Et que, combiné à la chaleur intense, le corps du pauvre homme se dissout en une nuit. Aucune trace de lui n'a jamais été retrouvée. Donc si vous visitez ce point chaud, assurez-vous de rester loin de ses bords colorés. Le Rio Tinto. Serpentant dans une campagne espagnole, c'est une rivière qui ressemble plus à un verre de gomme interdite qu'à de l'eau. Il s'agit du Rio Tinto, dont le nom se traduit par la rivière tachée. D'une longueur de plus de 100 km, environ la moitié de la rivière est colorée en rouge, orange et jaune. Cela s'explique par le fait qu'elle traverse une région riche en gisements de minerais de soufre, qui se sont formés il y a des centaines de millions d'années lorsque des volcans étaient en activité dans la région. Des milliers d'années d'exploitation minière ont également amplifié le processus, augmentant la quantité de minerais exposés. Cela a rendu la rivière incroyablement acide, ce qui signifie que la seule chose qui peut vivre dans l'eau, c'est une bactérie consommatrice de soufre. En consommant le soufre, elle produit du fer ferrique, une substance de couleur rouille qui donne à la rivière ses teintes rouges. Ensemble, les dépôts de minerais et les bactéries font baisser le pH de l'eau jusqu'à 1,5, ce qui signifie que cette rivière ressemble plus à du vinaigre qu'à de l'eau. Si vous trempez votre pied dans cette eau, vous ne subirez pas de dommages initiaux, mais vous le laisserez pendant une période prolongée, vous aurez des irritations et des rougeurs. Voilà qui n'est pas si mal, néanmoins, je ne pense pas aller m'y baigner. Le lac Natron.
La Tanzanie est célèbre pour son magnifique parc national du Serengeti, mais étonnamment, elle est moins connue pour l'étang d'eau de 1269 km² situé à sa frontière nord, qui a le pouvoir de transformer les êtres vivants en pierre. Je sais que ce dernier point semble sortir de la mythologie grecque, mais croyez-moi, c'est bien réel. Il s'agit du lac Natron, un lac situé dans une région si chaude qu'il perd la plus grande partie de son eau par évaporation, laissant les restes salés et riches en minéraux s'accumuler à la surface comme de grosses croûtes rouges. L'eau qui reste est tellement saturée de sel que la plupart des oiseaux qui la survolent dans l'espoir d'une baignade rapide se retrouvent soudain recouverts de cristaux de sel. Ces cristaux se calcifient fatalement et emprisonnent les pauvres créatures en quelques minutes. Et ce n'est pas tout. La roche-mère riche en sodium et en minéraux rend l'environnement fortement alcalin, ce qui signifie que l'eau restante a un pH de 10 par temps doux et un pH de 12 lorsque l'eau atteint une température brûlante de 60 degrés Celsius. Ainsi, dans le meilleur des cas, faire trempette dans ce lac reviendrait à patauger dans du lait de magnésie salé. Mais dans le pire des cas, ce serait comme nager dans de l'eau de javel bouillante. Bien qu'elle ne vous brûle pas immédiatement, sa présence sur votre peau causerait une brûlure alcaline. Ces brûlures sont souvent pires que les brûlures acides, car les produits chimiques alcalins peuvent pénétrer et endommager les couches plus profondes des tissus. Un groupe de photographes animaliers très malchanceux a failli l'apprendre à ses dépens en 2007. Alors qu'ils survolaient le lac, leur hélicoptère s'est écrasé dans l'eau. L'eau chaude a immédiatement commencé à brûler leurs yeux et les a pratiquement rendus aveugles. Mais ils ont miraculeusement réussi à parcourir environ 3 km jusqu'à la terre ferme la plus proche. Heureusement, ils s'en sont tous sortis, mais s'ils étaient restés plus longtemps dans l'eau, l'histoire aurait pu être bien différente. Le lac bouillant. Savez-vous ce qu'est une fumerole? Outre le fait qu'il s'agit d'un mot très amusant à prononcer, les fumeroles sont des ouvertures dans la croûte terrestre qui émettent de la vapeur et des gaz surchauffés. Mais lorsqu'une fumerole est inondée, vous obtenez un phénomène comme le lac en ébullition de la Dominique. D'une largeur d'environ 76 mètres, cette eau bouillante est généralement enveloppée d'un nuage de vapeur omniprésent. En effet, la température de l'eau oscille entre 80 et 90 degrés Celsius. Les scientifiques n'ont pas été en mesure de mesurer la température au centre, là où le lac est en pleine ébullition, car elle est tout simplement trop chaude pour eux. On pense que le lac se trouve juste au-dessus de la nappe phréatique locale, qui est la limite naturelle entre le sol sec et le sol saturé de la Terre. C'est ce qui empêche le lac de s'assécher complètement. Même si une grande partie de son eau est perdue par évaporation, il est évident que ce n'est pas une bonne idée de mettre une partie de votre corps dans cette zone. C'est une brûlure au 2e, voire au 3e degré qui vous attend. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle ce lac est l'un des plus dangereux au monde. En 1900, un groupe de randonneurs se promenait dans la région, lorsque soudain, le lac a libéré un nuage de gaz volcanique toxique. Ils n'avaient aucune chance et n'ont malheureusement pas survécu. Donc, si vous décidez de visiter ce lac, ne rapportez pas juste vos brassards, vous aurez aussi besoin d'un masque à gaz. Ok, je sais qu'on ne devrait pas, mais laquelle de ces étendues d'eau avez-vous le plus envie de visiter? Est-ce que vous en avez déjà visité une? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.